Bonjour tout le monde. I know the long weekend coming is very important to many Canadians. Whether you mark Good Friday or Passover, Easter, Tamil New Year, or Vaisakhi, usually this is a time we spend together. You might go to church or to temple or to volunteer. Last year, when I served a community lunch in Hamilton, I saw just how much people come together over these next few days. But right now, this weekend is going to be very different. You'll have to stay home. You'll have to Skype that big family dinner. And the Easter egg hunt, well, it'll have to happen around the house instead of around the neighborhood. I want to take a moment on that to have a word with kids out there. The Easter Bunny has a big job to do this year, and maybe there's something you can do to help. Ask your parents to let you put up a picture in the window to bring some extra chocolate for nurses and doctors. They need a lot of energy to keep us all safe, and this is how you can help them to do their job. Peu importe notre âge, on a tous notre rôle à jouer pour contrer le coronavirus. Plus tôt cette semaine, j'ai mentionné que Santé Canada avait lancé un appel aux bénévoles pour aller prêter main forte à nos travailleurs de première ligne. Et déjà, plus de 27 000 personnes se sont inscrites pour les aider et leur donner un peu de répit. D'un bout à l'autre du pays, vous êtes nombreux à faire votre part et je veux vous en remercier. Vous êtes là les uns pour les autres et je sais qu'ensemble, on va traverser cette épreuve. These are tough times, but you don't have to go through them alone. If you've lost your job and are having troubles making ends meet, you can apply for the Canada Emergency Response Benefit. Millions of people have already had their claim processed, and they're getting their $2,000 deposit. Remember, you can apply today or this weekend if you haven't done so yet by going to canada.ca or calling 1-800-959-2041. If you own a small business and are struggling to pay the bills or pay your staff, we launched the Canada Emergency Business Account yesterday. You can now get a $40,000 interest-free loan through your bank or credit union. And if you repay it within 2 years, 25%, up to $10,000 of that loan is forgivable. It'll only take a few days for you to receive the full amount in your account. That's money you can use for whatever you need, whether it's monthly expenses or paying employees. On that note, we're getting closer to implementing the wage subsidy, too. We're working with other parties to get this in place as quickly as possible. Tomorrow, we're bringing back the House of Commons to pass the largest economic measures Canada has seen since World War II. It's really important, despite a time of crisis, in fact, because of a time of crisis, that our institutions remain strong and our democratic principles continue. Therefore, this address to Canadians tomorrow will be a little later and from the floor of the House of Commons. And on that note, I'll be taking Sunday and Monday with Sophie and the kids, but I'll be back Tuesday with more updates on how we're helping you. If you just feel overwhelmed, we'll soon have more to say about how you can access resources that can help. If you're in crisis, reach out, lean on each other, and know that we will get through this together. All across the country, there are stories of people stepping up to do their part. To ensure that Canadians are safe and our frontline workers have the support they need, we're helping companies join in the effort. Look no further than Fluid Energy from Alberta. They will produce over 1 million liters of hand sanitizer each month, with shipments starting as early as next week. We've invested in this large-scale production as part of our plan to have enough vital supplies produced right here at home. When Canadians work together, we get things done. Hier soir, je me suis entretenu encore une fois avec la vice-première ministre Freeland et les premiers ministres des provinces et des territoires. Dès le début, on a vu beaucoup de monde rejoindre les rangs de l'équipe Canada, dont les premiers ministres. On est tous sur la même longueur d'onde et on travaille tous ensemble pour assurer votre sécurité. Au cours du long week-end, on va tous devoir rester chez nous. On ne peut pas recevoir pour le souper et on va devoir faire preuve de créativité pour organiser une chasse aux œufs à l'intérieur de la maison. Mais
c'est pas parce qu'on est séparés physiquement qu'on peut pas être là les uns pour les autres. Organisez un souper de famille sur FaceTime. Appelez vos amis. Et si vous avez les moyens, faites un don à un organisme. Ce long week-end de Pâques ne sera pas comme les autres, mais je sais quand même qu'il sera rempli de joie, de rire et d'amour. Merci tout le monde. Thank you, Prime Minister. We'll now open the floor for questions. Go to the phone line. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. First question, Mike Blanchfield, the Canadian Press. Line is open. Good morning, Prime Minister. Happy Easter, and whatever else is on your plate. G20 energy ministers are meeting today, as you know, and I'm just wondering what Canada's plan is for playing its role with other countries in the G20 after what OPEC did to cut production and to try to boost oil prices. What's Canada going to be doing? Canada is part of the discussion, obviously, with the G20 energy ministers. Minister O'Regan is sharing our perspective and the challenges that we're going through in Canada from Newfoundland to Alberta and Saskatchewan. We're going to continue to work because we recognize that this is a global challenge for many, many different countries, and having a concerted approach is extremely important. We noted what the OPEC countries did yesterday, and I know that's going to be a subject of discussion at the G20 energy meetings conversation today. Okay. Nous faisons partie de cette conversation avec les ministres de l'énergie du G20. Hier, on a noté ce que les pays de l'OPEC ont pris comme décision et ces conversations continuent parce qu'on sait que le Canada est fortement affecté par cet enjeu de la production pétrolière. Follow-up. Prime Minister, so what do you see Canada doing? Do you see it cutting production along with these OPEC countries? If so, what effect would that have in Canada? As we know, Alberta has already curtailed production and has for some time now. We're going to continue to look to make sure that other countries are doing their part and that people understand that the most important thing through this is to ensure that families and workers across the country and indeed around the world are getting the support they need to get through this crisis safely. Next question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais revenir sur cet appel conférence que vous avez eu avec les provinces hier. Vous avez relancé les consultations sur la possibilité d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. On comprend que c'est pour redistribuer de l'équipement médical au pays, mais encore la semaine dernière, vous disiez que les provinces collaboraient bien pour se partager cet équipement-là et aussi que les provinces acceptaient de collaborer entre elles pour l'envoyer aux régions les plus durement touchées. Donc, doit-on comprendre que si vous relancez ces conversations-là, c'est parce que la collaboration entre les provinces commence à moins bien se passer et vous sentez le besoin d'intervenir? Non, je peux souligner que la collaboration continue et même s'améliore entre les provinces. On voit vraiment que c'est un moment historique où tous les premiers ministres des provinces et territoires sont alignés pour travailler ensemble. La loi sur les mesures d'urgence a des exigences assez intenses au niveau et assez formelles au niveau des consultations. Et on est en train de suivre au cas où on aurait besoin un jour d'amener la loi sur les mesures d'urgence. On n'en a pas besoin maintenant et on espère ne pas en avoir besoin. La façon que notre pays fonctionne, c'est que les provinces ont des mesures d'urgence qu'ils ont mis en place et si jamais ces mesures d'urgence n'étaient pas assez, le fédéral a aussi des mesures d'urgence qu'on peut venir ajouter, mais pour l'instant, c'est pas nécessaire et on espère tous que ça ne le sera pas. En suivi là-dessus, cette loi sur les mesures d'urgence-là, est-ce qu'elle pourrait permettre, toujours sur la question des problèmes d'approvisionnement d'équipement médical, est-ce que cette loi-là pourrait vous permettre de centraliser les achats d'équipement médical
et du coup d'augmenter le pouvoir d'achat du Canada et ultimement donc d'alléger nos problèmes d'approvisionnement? Le défi au niveau de l'approvisionnement, c'est pas nécessairement un défi au niveau du pouvoir d'achat ou les coûts. Les coûts augmentent. La réalité, c'est que les différentes provinces et même des différents centres hospitaliers ont eux-mêmes des connexions avec des producteurs à travers le monde et sont en train d'utiliser ces contacts, ces connexions pour essayer d'obtenir l'équipement dont ils ont besoin, en plus de tous les efforts que le pays et les provinces sont en train de faire. Alors, c'est pas une mauvaise chose que tout le monde soit en train de regarder ce qu'ils peuvent faire, tout en s'assurant qu'on soit en train de coordonner et de s'informer de ce qui fonctionne et de comment ça fonctionne. C'est un effort de coordination qu'on est en train de faire. Il y a énormément de collaboration et pour ça, on n'a pas besoin de prendre la loi sur les mesures d'urgence. Cette collaboration est très forte déjà. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Steve Shear, Reuters. Line is open. Hello, Prime Minister. Good morning. There's a story out today saying that the Bank of Canada Governor Paulos was not asked to extend his mandate, and I was wondering. I know there's a selection process in progress, and that it's not over, but ultimately it is the government that decides. I'm just wondering if you think it makes sense for the current governor to stay on a bit longer to help underpin confidence during this crisis. Thank you. This is an extremely important question because we know the important role that the Bank of Canada has in leading on monetary policy that is an essential part of our handling of this economic crisis related to COVID-19. The government has many fiscal measures, but a strong Bank of Canada is essential in getting us through this as well. And Governor Paulos, as always, has done an extraordinary job and continues to do an extraordinary job. The process is ongoing and decisions haven't been made as to what the next steps are. Okay. Nous reconnaissons à quel point c'est important pour la Banque du Canada d'avoir un rôle central quand il vient au Canada de répondre à ce défi économique posé par la COVID-19. Le gouverneur Paulos est un homme extraordinaire qui a toujours été excellent dans son travail et démontre encore plus d'excellence pendant ces moments de réels défis. Par rapport à la succession, il n'y a pas de décisions qui ont été prises encore. Follow-up, Steve? Yeah, if I could just follow up, can you give us an idea when that decision might be made? The discussions and reflections are ongoing. Thank you. One more question, please, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Catherine Lévesque, La Presse canadienne. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Juste pour revenir sur la loi sur les mesures d'urgence, je me demandais dans quel cas pourriez-vous en avoir besoin? Il y a différents scénarios dont on a déjà discuté avec les différentes provinces, que ce soit au niveau de défis d'approvisionnement, que ce soit au niveau de restreindre encore plus le mouvement des Canadiens. Il y a différentes mesures qu'on pourrait théoriquement envisager, mais ce n'est pas des mesures qui sont présentement nécessaires et même de la façon que les provinces peuvent prendre leurs décisions et prendre les mesures dont ils ont besoin. Les outils que le gouvernement fédéral a présentement, comme la loi sur la quarantaine, veut dire qu'on espère ne pas avoir à utiliser la loi sur la mesure d'urgence et ce serait certainement notre préférence. I think there are a number of tools that the Emergencies Act provides for, much stronger controls on distribution of necessary medical supplies and equipment, for example, or further restrictions on travel or on Canadians' freedoms. But as I said, the way our country works is that provinces have Emergencies Act that they can bring in with very strong measures that they have all done.
If at one point those measures are insufficient to do the things that are needed to do, and all the tools that the federal government has at its disposal are insufficient to bring forward measures that are deemed necessary, then and only then do we consider the Emergency Measures Act. But as I've said, it is our hope that we don't have to use it ever. We are seeing that the collaboration, the partnership among provinces and territories, and the way we're moving forward on this means that we might not ever have to use the Emergencies Act, and that would be our preference. Oui, donc ça fait presque un mois que votre gouvernement a débloqué son premier milliard pour faire face à la COVID-19. Je me demandais peut-être une petite question philosophique. Qu'est-ce que vous et vos ministres avez appris dans le dernier mois? Et est-ce qu'il y a déjà des leçons à tirer de toute cette crise? Ce qu'on a dû faire dans le dernier mois, ça a été de bouger extrêmement vite pour créer des nouvelles méthodes, des nouveaux programmes pour livrer de l'aide à énormément de Canadiens. C'est sûr que notre capacité de faire cela a été testée pendant ces derniers mois, ces dernières semaines, mais on a pu faire énormément pour que les Canadiens, cette semaine, reçoivent de l'aide. Mais on reconnaît aussi que chaque fois qu'on veut bouger rapidement pour aider le plus de gens possible, le plus rapidement possible, il y a toujours des éléments à améliorer par la suite sur lesquels on est en train de travailler. Mais je pense que ça démontre à quel point notre fonction publique est résiliente et peut livrer dans des situations extrêmement difficiles pour les Canadiens, et ça va nous donner plus de confort en allant de l'avant, de pouvoir amener des mesures qui seront appropriées, qui seraient peut-être nouvelles, mais on a pu démontrer qu'on peut réagir rapidement quand le besoin est là. I think one of the things we've learned over the past month is that when it needs to, government can move very quickly to help Canadians. We've seen the money from the CERB flow last week into Canadians' bank accounts across the country. That was a monumental task for our public service, for hardworking Canadians across the country who make sure that they are serving Canadians with the best that they have. And I think that lesson that when it's necessary, we can move very, very quickly and nimbly as a government is one that should inform reflections of a government going forward. Prime Minister, Rachel Hayes here from CTV National News. You've said a number of times that testing is an essential way to flatten the curve, and you spoke to Premier Doug Ford yesterday, who has also pushed for more testing in Ontario. But at the same time, we do know that there still remains a number of shortages when it comes to testing kits. How long will it be until every person who needs a test right now is able to get one? We are continually ramping up our testing. We started earlier than other countries in terms of intensifying our testing programs. Certain jurisdictions are doing extraordinarily well on testing, like Alberta and British Columbia. Quebec is coming a long way very quickly, and Ontario is addressing some of the challenges that they've faced over the coming days. We know there is more to do, but we can certainly know that the lead that we've taken on testing is part of why we are seeing a flatter curve than other places. We've done significantly more tests in total than the United States has, and they're 10 times the size of us. So we know that Canada's testing regime has been good, but absolutely can get better, and we're going to continue to develop more testing kits, faster testing, because we know that even as we get through this first wave of COVID-19, once we are able to get into those coming months where we will be on guard but not as shut down or paused as we are right now, testing rapidly and efficiently of as many people as possible will be a key part of that path forward. Okay. Nous avons fait énormément de progrès en matière de dépistage au cours des dernières semaines. On savait dès le début que de dépister le virus était essentiel comme stratégie pour restreindre la propagation de la COVID-19.
À tous les jours, on améliore nos protocoles de dépistage. La Colombie-Britannique et l'Alberta font très, très bien en matière de dépistage. Le Québec s'est beaucoup amélioré au cours des dernières semaines. Et l'Ontario est en train d'adresser des enjeux réels qu'ils ont eus avec leur programme de dépistage. On sait qu'il y a plus à faire et on va continuer à en faire parce que ça va être un élément essentiel de comment on va pouvoir passer l'année à venir sans avoir les restrictions qu'on a actuellement, mais en ayant la capacité de limiter d'autres propagations du virus. On a testé beaucoup plus déjà qu'aux États-Unis. Ils ont 10 fois la grandeur de notre population, mais on sait qu'il faut encore faire plus et on va continuer de le faire. And over the past few weeks, you've made a number of announcements about Canadian companies and retooling facilities in order to ramp up domestic production. And you just said in one of your previous answers that the government can move quickly when it needs to. But there are still a number of Canadian companies who say that they can supply this medical equipment, but they're either getting caught in red tape or haven't heard back from provincial or the federal government. So how long will it be until these domestic supplies make it to the front lines and into hospitals? We've had thousands and thousands of Canadian companies step up and offer to be part of supply chains for essential services, for essential equipment and medications. We are working with all of them as quickly as possible. There have had to be choices as to who we could move quickest with, who was furthest along, but we will continue to work with all companies who put up their hands to be helpful, to figure out ways they can best help. This is something in which all Canadians can pull together and are pulling together, and we will continue to do that. Hi, Prime Minister. Crystal Oak with Global News. Is the federal government considering any measures, such as regulation or federal oversight, to ensure long-term care facilities are protected from this or future pandemics? There have been a number of reflections and discussions on this. We've seen that British Columbia has taken strong steps to ensure the safety of long-term care workers and residents. Obviously, this is a point of vulnerability, as we've seen throughout the country in terms of the impact of COVID-19. We're continuing to work with health professionals and medical experts to make sure we're doing everything we can to protect our seniors. Okay. Nous reconnaissons que les résidences pour personnes âgées et des centres de soins plus long terme sont des vulnérabilités pour la propagation de la COVID-19, particulièrement les vulnérabilités pour nos aînés et ceux qui travaillent avec eux. C'est pour ça qu'on est en train de regarder différentes propositions, y compris des propositions de la Colombie-Britannique, pour s'assurer que nos aînés restent le plus protégés possible pendant cette période difficile. And an increasing number of healthcare workers are contracting the virus. Is that a concern for the federal government, and what is being done to help protect them? Of course, we are tremendously worried whenever a healthcare professional contracts the virus. That is why providing adequate and significant amounts of personal protective equipment, making sure that protocols are being followed, helping provinces adjust their medical systems in ways that protect our healthcare workers is absolutely essential. We need our healthcare workers not just to stay healthy for their own benefits or the benefits of their families, but we need them to be able to stay healthy for the benefit of our entire community. But we also need them to know that we have their back as they don their protective gear, as they go into battle against this virus for the rest of us. We need to make sure they're getting all the support they need because they are the ones that are going to save Canadians. Okay. Nous reconnaissons à quel point c'est essentiel de donner tout l'appui, toute l'aide et tout l'équipement nécessaire à nos travailleurs dans notre système de santé. C'est pour ça que nous travaillons tellement fort pour avoir l'équipement dont ils ont besoin, pour coordonner nos approches avec les provinces, pour travailler avec les provinces et territoires dans les façons qu'ils veulent protéger leurs travailleurs du système de santé. Nous reconnaissons qu'ils doivent être protégés non seulement pour eux, pour leur famille, pour pouvoir mieux nous protéger, mais ils doivent savoir qu'on est là pour eux. C'est eux qui vont faire la lutte contre la COVID-19. C'est eux qui se mettent le plus à risque
pour nous garder en sécurité, on doit être là pour eux, on doit reconnaître ce qu'ils font et s'assurer qu'ils peuvent continuer à faire ce travail extraordinaire qu'ils font pour nous. Good morning, Prime Minister. Salima Shivji, CBC News. A briefing note prepared for your Minister of Health on March 10th actually said that the risk of the spread of the virus within Canada remains low at this time. How do you explain the misinterpretation of the threat of the pandemic at such a late stage? I think we saw that within days we'd begun to take very serious measures to restrict travel, to encourage social distancing. We moved very quickly and earlier than some countries, on countering the potential spread of the virus. At those days, the numbers of Canadians infected were still low, but we saw the potential that we are in right now, and we started to act early. And that's why the measures that we're taking right now, the significant measures that we're in right now, are keeping us, we are hopeful, on the best possible curve to get through this in the coming months. Okay. Nous avons reconnu que ça commençait à devenir de plus en plus grave et le potentiel était là pour plus d'impact à travers le pays. C'est pour ça que nous avions agi rapidement pour limiter les déplacements, pour encourager les gens d'engager dans la distanciation sociale. Nous savons qu'on a pris des mesures importantes qui ont assuré que l'impact au Canada a été moindre et plus lent que dans d'autres pays auxquels on peut se comparer. Nous allons continuer de prendre les mesures nécessaires pour qu'on ait le moins d'impact et le plus court impact par rapport à ce moment de distanciation extrême. I'm just trying to understand this. So was that advice that there was a low risk of the spread of this flawed, and what impact did that have on your government's work to contain the virus? Our work continued every step of the way, informed by the recommendations made by our health officials. We wanted to both make sure that there were no panics on Canadians, while at the same time getting people to take more and more significant measures, because we knew that the behavior of Canadians was the strongest way of doing what we've been able to do so far, which is slow the spread of the virus, delay it beyond where it's been in other countries, and give us the best possible chance of getting through it. As we look back, of course, there's going to be things we said, oh, we might have said this differently or that differently. There's going to be an awful lot of learning through this. But it remains that as we get through this now, as we live through the measures that we've put in place and lean on each other and hold together, we have the best chance of getting through this in the coming weeks and months by remaining true to the advice that experts are giving us, to stay home, to keep 2 meters apart, to wash our hands regularly, to not go outside unless we absolutely have to hunker down, lean on each other virtually and metaphorically, and be able to support each other through this time. Nous reconnaissons qu'il y a toujours des façons de dire « on aurait pu faire ceci, on aurait dû faire cela à un différent moment ». La réalité, c'est qu'on a pris des mesures rapidement qui ont assuré que la progression du virus est moindre au Canada que dans d'autres pays, qu'on est encore sur une piste qui devrait nous amener à sortir de ce virus plus rapidement que d'autres pays. Nous devons rester sur cette piste que nous avons prise maintenant, de rester chez eux, de garder nos distances, de ne pas sortir si on n'a pas besoin, de laver les mains fréquemment. C'est des mesures qui vont s'assurer qu'on puisse passer à travers dans la meilleure forme possible et rebondir économiquement et en tant que société le plus rapidement possible. Justement, sur la reprise économique, hier, François Legault disait bientôt il y a des secteurs de l'économie qui vont pouvoir reprendre. Il y a certains secteurs que l'activité va pouvoir reprendre. Alors que vous disiez ça va prendre au moins un an et demi avant qu'on retourne à la normale. Mais est-ce que du point de vue fédéral, au pays, il y a des secteurs d'activité de l'économie qui vont pouvoir reprendre bientôt? Puis si oui, lesquels? On ne peut pas parler de retour à la normale tant qu'il n'y aura pas de vaccin contre la COVID-19. Mais il y a énormément d'assouplissement
qu'on peut amener une fois qu'on sera passé cette première vague dans laquelle on se trouve. Dans nos modèles, on voit que cet assouplissement pourrait peut-être commencer cet été, mais même pendant l'automne, on aura à vivre avec certaines mesures pour nous garder en sécurité, pour minimiser le risque d'une résurgence de la COVID-19, ce qui veut dire que on ne reviendra pas à la normale de ce qu'on avait avant la COVID-19, avant d'avoir un virus, d'avoir un vaccin contre le virus. Mais effectivement, il y a différents secteurs de l'économie, il y a différentes activités économiques qu'on va pouvoir reprendre une fois qu'on a fini avec cette première vague. Et on est en train de discuter avec les provinces, avec les différentes industries, avec les experts de la santé et nos experts scientifiques pour pouvoir déterminer quelles seront les meilleures places d'assouplir, comment on va s'en sortir graduellement. Et à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec M. Legault qu'on devrait pouvoir le faire dans les semaines ou les mois à venir, mais il faut aussi réfléchir très attentivement et en coordination sur comment on va le faire. Ça peut être un peu décourageant hier de vous entendre dire que ça prend un an et demi avant d'avoir un vaccin contre le virus pour que ça revienne à la normale. Mais est-ce que vous pourriez être un peu plus concret pour les gens? Quand vous parlez des secteurs qui pourraient reprendre, on parle de quel genre de secteur? Quand vous parlez de mesures qui vont être encore en place pour au moins un an et demi, de quoi on parle concrètement, là, juste pour que les gens, durant la fin de semaine, soient capables de comprendre ce à quoi s'attendre pendant les prochains mois? Okay. On est dans la première phase du virus maintenant. On est dans une propagation à travers notre société, concentrée dans certaines régions, mais on est tous vulnérables à la COVID-19 à ce moment-ci. On est donc en train de prendre des mesures pour rester chez nous, pour ne pas aller au travail si on peut, ne pas y aller, ne pas sortir dehors si on n'en a pas absolument besoin. Les gens savent très bien la situation dans laquelle on se trouve, de pause de notre économie, de pause de notre vie normale en tant que Canadiens. Il va falloir qu'on continue à faire cela jusqu'à ce qu'on passe à travers cette première vague de la COVID-19 qui devrait être la plus grave. Quand on aura passé cette première vague, on va être dans un moment où on pourra assouplir certaines règles. Plus de gens pourront peut-être aller au travail. Les écoles vont peut-être commencer à reprendre. L'activité économique pourrait reprendre, mais ça va être fait de façon à maximiser nos précautions et minimiser le risque d'autres propagations de la COVID-19. À ce moment-là, on aurait développé beaucoup de meilleurs protocoles sur le dépistage, par exemple. On va avoir les capacités techniques et technologiques de mieux suivre les contacts de ceux qui auraient pu être infectés. Et on va, à ce niveau-là, être beaucoup meilleur à limiter d'autres pics au niveau de la propagation de la COVID-19. Ce ne sera pas la normale comme on l'a connue, mais ça va être... on va être capable de faire beaucoup des choses qu'on ne peut pas faire maintenant et qu'on aimerait bien faire. Mais il va y avoir une vigilance continue jusqu'à ce qu'on ait un vaccin qui sera distribué à tout le monde. Et ça, on ne sait pas. Ça pourrait prendre 6 mois, ça pourrait prendre 1 an et demi. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais nos chercheurs sont en train de travailler là-dessus le plus fort possible. Mais ce qu'on sait, c'est que notre capacité d'assurer que cette première vague finisse cet été dépend entièrement de nous, des citoyens, des gens qui continuent de rester chez eux, qui continuent de garder leur distance, qui continuent de faire ce qu'on est en train de faire maintenant pour encore plusieurs semaines. Et à ce niveau-là, on pourrait peut-être parler, et j'espère parler, d'assouplir ces règles pour l'été.
What we are in right now is the first phase of the spread of the virus. This is the phase that runs to a certain extent unchecked or difficultly checked through our society, through our communities. We're seeing new cases pop up here and there. We're seeing people struggle to handle it and to keep these measures from overwhelming our healthcare system. If we do things right, this will be the first and worst phase that we go through as a country in terms of COVID-19. If we keep these measures, these strong measures in place of staying home, of not going outside unless we absolutely have to, on keeping 2 meters apart, in being strong about social distancing, these are the things that will ensure that we will get through this first wave of the virus as quickly as possible with minimal loss of life as well. This is what we're looking for, of not overwhelming our healthcare system. And that happens if we stay strong about remaining at home for the coming weeks. According to the models we've put forward, it is possible that we will be able to be out of that wave this summer. And at that point, we will be able to talk about loosening up some of the rules that are in place, looking at particular sectors where people can go back to work, bringing in new rules around how people can interact with each other in society and get things rolling again. We'll have to be very careful about how we do that, and we will have to remain vigilant and active every single day for possible resurgences of the virus. At that point, however, we will have developed much better testing protocols because every single day we're improving them. We will develop new technologies for contact tracing, and we will all become much better at reacting when a possible resurgence happens. So as we look at possible resurgences over the coming months, we will be better adjusted and adapted as a society to minimize them and therefore minimize the disruption to everyday life, to our economic activity. That is the ideal scenario. But it only happens if we continue to stay strong for the coming weeks and stay, inside, keep those 2 meters apart, and be very careful about not allowing COVID-19 to spread further. That phase of vigilance, of easing off to a certain extent but still being careful, will continue until such a time as we have a vaccine for the virus. Researchers across Canada and around the world are working hard on this. It could take as little as 6 months. More likely it'll take a year or a year and a half, maybe even longer, but I know the best minds are working on that. So we will, once we're through this first phase, be able to get back to something that is more normal, but we will not get back to the normal that we had before, at least until we have developed a vaccine for the virus. That is the reality, but the fundamental bottom line that people can reflect on this weekend is if we stay strong in our social distancing measures now and for the coming weeks, we can see how things can start getting back to normal in the coming months, and we will be able to get through this because that's what Canadians do. We lean on each other, we support each other, and we figure out how to get through the big challenges that life throws at us. Merci beaucoup tout le monde. Have a wonderful Easter.